Dieu envers personne, mais c'est quand même un apport. L'apport de la civilisation française au monde, c'est quand même plus important que l'apport du Burkina Faso, par exemple. Hein. Bon, ceci étant, j'ai la plus grande sympathie pour les Burkinabés, le problème n'est pas là. Alors, atouts territoriaux, atouts naturels en quelque sorte, atouts humains, atouts économiques, notre industrie, mais qui a été placée dans les conditions d'une concurrence déloyale qui lui a fait perdre la moitié de son potentiel. Mais ça peut revenir. Nous fabriquons les trains les plus rapides du monde, nous assemblons l'avion Airbus. Chez nous, nous lançons la fusée Ariane depuis précisément la Guyane, l'un de ces confettis qui nous restent de cet extraordinaire empire que nous ont valu nos pionniers, nos marins, nos découvreurs, nos missionnaires. Bon. Et puis les atouts culturels et moraux. Alors culturel, c'est évidemment pour la France. Vous savez, au Japon, que je connais, mais en Chine, mais ailleurs aussi. Et la France, la culture française, c'est quelque chose de très connu et de très prestigieux. Quand les gens viennent ici, ils sont un peu souvent ils sont un peu déçus quand même, hein. Mais ils ont en mémoire tous nos littérateurs, nos peintres, nos sculpteurs, nos architectes. C'est connu dans le monde entier. Et la francophonie, évidemment, notre langue, que beaucoup de gens persistent à apprendre, mais qui était encore, dans ma jeunesse, la première langue vivante, avant l'anglais, que l'on enseignait, que ce soit à l'ouest de l'Europe, au Portugal, c'était la première langue vivante, toutes les élites portugaises parlaient français. Dans la Roumanie communiste de Ceausescu, la première langue, c'était aussi le français, et dans beaucoup d'autres pays. Et quand je voyais les revues grecques de droit international, eh bien, c'était la revue hellénique de droit international, elle était publiée en français. Par conséquent, nous avons un prestige culturel considérable et un prestige moral qui ne tient pas tellement à la Révolution, parce que c'est vrai que nos guillotineurs ont intéressé les Khmers rouges, qui ont essayé ensuite de faire la même chose chez eux, mais en réalité, c'est surtout le fait que nous sommes considérés comme étant les champions de l'indépendance et de la liberté des nations. Et ça nous vaut un prestige considérable. Alors, mes amis, deuxième et dernière partie, je vous rassure, comment peut-on faire valoir tous ces atouts? Eh bien, comme l'a dit Christophe, il faut d'abord retrouver notre souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut renégocier les traités européens pour arrêter cette situation absurde qui nous est imposée par l'interprétation abusive de l'article 55 de notre Constitution. C'est vrai que cet article 55 donne une supériorité aux traités internationaux sur les lois internes. Aux traités, mais pas à ce qu'on appelle le droit dérivé, pas au moindre règlement européen. Bon. Il faut renégocier ça. Alors quand on disait ça à Marine Le Pen, le commentateur ricanait, disant, mais vous n'y parviendrez pas, comment vous, Marine Le Pen, à supposer que vous deveniez présidente, et vous, tout ça, vous iriez demander la renégociation des traités? Depuis qu'il y a eu le Brexit, mes amis, si vous aviez vu leur visage le lendemain de ce vote, eh bien, les choses ont un peu évolué, c'est devenu beaucoup plus crédible qu'on obtienne la renégociation, d'autant plus que, comme le dit très justement Marine, nous ne serions pas tout seuls, parce que, vous savez, les pays de l'Est européen, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, tout ça, qui sont entrés dans l'Europe et à qui l'Europe dit maintenant, ben, vous allez devoir accepter chez vous tel contingent d'Africains, etc. Ben, ils disent, mais pardon, mais on n'est pas rentré pour ça, hein, bien sûr. Hein, le groupe de Vitzgrabad, etc. Je pense que nous trouverons des alliés, nous en avons beaucoup plus que l'on ne peut penser. Il faut que nous récupérions notre souveraineté financière, bien évidemment, contrairement à M. Trichet, qu'évoquait à l'instant Christophe. Et ça, c'est parfaitement possible. Écoutez, pourquoi la Suisse a bien le franc suisse, la Norvège a la couronne. Hein? Londres n'a jamais abandonné la livre. Est-ce que ce sont des pays où l'on crève de faim? Bon, alors, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une monnaie commune européenne. Il y en avait une avant, l'écu, bon, c'est qui servait pour les transactions internationales. Mais l'important, c'est que le gouvernement français ait la maîtrise, en vue de l'intérêt national, de notre monnaie. Et il faut que nous récupérions
bien sûr la maîtrise de nos frontières, c'est-à-dire le droit de décider de la quantité, de la qualité, de ceux que nous accueillons chez nous ou de ceux que nous ne voulons pas accueillir et qui en conséquence doivent revenir d'où ils viennent. Voilà. Parmi nos atouts culturels, j'ai dit qu'il y a une chose où nous sommes les premiers du monde aussi, c'est le tourisme. Plus de 80 millions de touristes en France. C'est la première destination touristique mondiale, à cause précisément de notre réputation culturelle, à cause de notre fantastique patrimoine. Alors vous me direz, oui mais il y a des touristes peut-être qui se restent un petit peu trop longtemps et qui voudraient bien voir repartir. Ceci est un autre problème. Mais vous savez, la dernière fois que j'étais en Chine, il y a 30 ans, comme doyen de la faculté, on avait un programme de coopération avec l'université de Wuhan. Ils étaient assez misérables, ils avaient 2 mauvais costumes Mao par personne, hein, et ils circulaient en bicyclette. J'y suis retourné, maintenant ils sont tous en complet veston, ils circulent en Porsche Cayenne, avec d'ailleurs des problèmes de pollution, évidemment, bien sûr, ça pose d'autres problèmes, mais le niveau de vie a prodigieusement augmenté, pas pour tout le monde, mais sur le 1,5 milliard de Chinois, il y en a au moins 150 millions qui ont un niveau de vie très aisé, et qui sont maintenant, que le régime se dessert un peu, très curieux de voir l'Europe, de nous connaître, seulement quand évidemment ils sont assiégés dès la gare du Nord ou dès l'aéroport par des bandes de Roms qui leur piquent leurs affaires, etc., qui les agressent, etc., et que tout ça est filmé et que c'est projeté là-bas, ça n'améliore pas évidemment le rendement du tourisme français. Alors nous avons, tout se tient. Nous avons évidemment à rétablir la sécurité si nous voulons, pour nous-mêmes d'abord, mais aussi si nous voulons accueillir les autres à peu près décemment. Retrouver, renégocier les traités, récupérer notre souveraineté financière, récupérer la maîtrise de nos frontières. Et quand nous aurons fait ça, nous pourrons jouer notre rôle sur le plan international. On nous dit, mais vous risquez d'être isolés. Mais en tout état de cause, nous sommes liés à nos partenaires, aux autres pays, par plus de 4000 traités. Quelqu'un a fait le décompte d'ailleurs, plus de 4000 traités, dont certains sont des traités multilatéraux. Par exemple, celui de Montego Bay que j'évoquais, il a été signé par 150 États. C'est-à-dire que nous avons, dans tout état de cause, des milliers de liens, de relations commerciales, juridiques, politiques avec le monde entier. Mais nous avons aussi un atout considérable, c'est que nous sommes membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme vous le savez, à l'ONU, il y a l'Assemblée générale, c'est tous les États. Bon. Mais ce qui prend vraiment les décisions ayant valeur théoriquement obligatoire, c'est 15 membres du Conseil de sécurité, 10 élus par l'Assemblée générale, 5 membres permanents. La Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et la France. Quand avec Jean-Marie Le Pen, j'étais avec à Matignon, où Édouard Balladur, alors Premier ministre, nous avait reçus, il voulait nous interroger, il faisait une consultation sur la nécessité de maintenir l'engagement français dans la guerre de Bosnie-Herzégovine, où notre force d'interposition était la plus importante. Nous avions fourni un contingent de plus de 4000 soldats, dont plusieurs centaines ont été blessés, plusieurs dizaines ont été tués. Et nous lui disions, monsieur le Premier ministre, quand même, nous considérons, ça fait des années que nous sommes dans cette affaire, nous considérons quand même que ce n'est pas les intérêts, ça n'engage pas les intérêts vitaux de la France, il faudrait quand même penser à un moment à s'en retirer. Et M. Balladur nous a dit, mais c'est pour conserver notre siège au Conseil permanent, au Conseil de sécurité, que certains voudraient nous ravir. Mais c'est très bien de le conserver, à condition qu'on en fasse quelque chose. C'est vrai que lorsque Dominique de Villepin a pris un peu ses distances par rapport aux États-Unis d'Amérique dans la deuxième guerre d'Irak, dont il faut bien dire, je ne suis pas anti-américain, mais il faut bien dire que ça a été une guerre d'agression reposant sur un mensonge éhonté, et dont les résultats ont été catastrophiques, ainsi que nous le voyons tous les jours. Bon.
On a acquis là dans le monde un prestige moral momentané que nous n'avons pas su exploiter. J'avais téléphoné à l'Élysée, à Gourdon-Montagne, le conseiller diplomatique de Chirac, que j'avais connu antérieurement, et je lui avais dit saisissez l'Assemblée générale, vous auriez eu en faveur de la France, opposez votre veto. Nous avons un droit de veto, nous sommes les seuls à ne pas nous en servir. Voilà. Et nous aurions eu un vote en faveur de la France de 9 membres sur 10 de la communauté internationale. Alors il faut jouer notre rôle sur la scène internationale. Bien sûr, il nous faut des alliés. Bien sûr, il nous faut des alliés. Mais pourquoi pas, bien sûr, nos partenaires européens, naturellement, avec lesquels nous avons des relations culturelles, des relations industrielles, des relations économiques. C'est parfait, c'est excellent. Nous assemblons l'avion Airbus, nous échangeons nos étudiants à travers les bourses Erasmus, mais pourquoi pas aussi avec la Russie, qui a d'immenses ressources énergétiques qui nous font défaut, et qui a une tradition d'amitié avec la France qui n'a été interrompue qu'à l'époque du communisme. Alors on me dit, ah oui, mais M. Poutine est un danger pour la paix. Le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars. Le budget militaire américain, c'est 600 milliards de dollars. Regardez, et ça c'est des chiffres, j'ai donné les chiffres récemment au centime près, j'ai pas donné les chiffres que me fournisse la propagande du KGB. J'ai donné les chiffres de l'Institute for Strategic Studies. Autrement dit, les dépenses militaires des États-Unis, c'est 10 fois les dépenses militaires de la Russie. Et c'est 12 fois les dépenses, 12 ou 13 fois les dépenses militaires de la France. Mais pour avoir des alliés, il faut que nous soyons crédibles. Je parlais de la Russie. Si on vend, comme on l'a fait, 3 bâtiments de projection et de commandement ultramodernes à la Russie, il ne faut pas dire au dernier moment, au motif que la Russie a des problèmes avec l'Ukraine, ou l'Ukraine avec la Russie, ah ben non, on ne vous les livre pas. Parce qu'après, c'est difficile de décrocher des commandes. Dans le monde entier, et j'en terminerai presque, il se sait qu'il ne fait pas bon être l'allié de la France. Depuis les catholiques du Vietnam qui s'accrochaient aux camions ou aux bateaux de nos soldats quand ils étaient contraints de se retirer de ce pays, les harkis livrés au couteau des égorgeurs, sur ordre de notre gouvernement, Saddam Hussein, l'ami de Chirac, et du gouvernement français, qui ne repartait pas dans ses valises simplement avec des cartes postales quand il était allé le visiter. Bon, Kadhafi, je comprends qu'on aurait pu dire Kadhafi est un personnage abominable, il a été complice de terroristes dans le passé, il faut l'éliminer, mais à ce moment-là on ne le reçoit pas à l'Élysée, comme l'a fait Sarkozy, on ne l'embrasse pas, on ne l'autorise pas à planter sa tente en face du palais de l'Élysée, à l'espace Marigny, et on ne déroule pas 100 mètres de tapis rouge pour des effusions, et puis à la première difficulté, on le poignarde dans le dos, on participe à son assassinat, à la destruction de l'État libyen, ce qui fait maintenant, il y a 700 km de côte libyenne qui sont aux mains des djihadistes et des trafiquants, parce que nous avons fait régner le chaos dans ce pays à la demande de M. Bernard-Henri Lévy, qui est intervenu personnellement à cet effet auprès de Nicolas Sarkozy. Pareil pour Bachar el-Assad, dont on voulait faire le pilier, le pivot de notre union pour la Méditerranée, qu'on a invité à la tribune du 14 juillet, et que M. Hollande a été à 2 doigts de bombarder pour faciliter, là aussi, sans doute, le travail des djihadistes. Alors il faut changer d'attitude, bien sûr, sur le plan politique, vraisemblablement reprendre notre indépendance par rapport à l'OTAN, mais ça, M. Trump va nous y aider. Là aussi, si vous aviez vu leur tête après l'élection de Trump, bon, il va nous y aider parce qu'il est beaucoup moins interventionniste que ne l'étaient ses adversaires, et il a dit qu'il faut que les alliés des États-Unis s'occupent de leurs propres affaires. Nous sommes parfaitement en phase avec M. Trump sur ce sujet, et nous considérons seulement il faudra évidemment que nous consacrions
un peu plus d'efforts à notre outil militaire que nous engageons un peu partout. Il faut que si on veut venir au secours, ce qu'on a eu sans doute raison de faire, d'États africains menacés par le djihadisme, il faut qu'on ait des transals, il faut qu'on ait des avions, pour qu'on ne soit pas obligé de les demander, de les louer, de les chercher un peu partout au dernier moment, parce qu'on n'a pas de quoi transporter une compagnie ou un bataillon dans ces pays-là, bien sûr. S'il faut, parler tout à l'heure du bateau sur lequel est mon fils, bon, il y a quand même une mitrailleuse de 12,7. Bon, il y aurait quelques vieux canons de 100 mm, ce serait pas plus mal non plus, bon, pour faire un petit peu impression. Bon, je crois qu'il faut que nous consacrions des efforts. Eh bien, si nous faisons tout cela, nous pouvons retrouver notre gloire passée, nous pouvons retrouver notre audience de façon parfaitement pacifique, nous pouvons retrouver notre place parmi les nations, parce que, et c'est un enseignement aussi de la fête des mages, vous savez que les mages, qui nous rappellent d'ailleurs que les premiers chrétiens, car après tout, c'était les premiers chrétiens avec les bergers, hein, ceux qui sont arrivés auprès de la crèche pour rendre hommage à Jésus, et bien que ces mages venaient de l'Orient, ces malheureux chrétiens d'Orient, là aussi, des protégés traditionnels de la France, que la France a bien tendance à laisser tomber, et c'est grave parce que s'ils sont éliminés, eh bien notre civilisation, elle recule définitivement de près de 5000 km, voilà. Eh bien, vous savez que ces mages ont dit traditionnellement, ça c'est la tradition, c'est pas sûr, c'est pas dans l'écriture, hein. Gaspard, Melchior et Balthazar, enfin, il y avait différentes nuances, peut-être un arabe, peut-être un assyrien, peut-être un africain, etc. Eh bien, témoignage d'un message, après tout, universel. Eh bien, je voudrais terminer par là. Notre message aussi, il est universel. Nous ne sommes pas des crétins de franchouillards qui voulons, qui haïssons les autres. Nous n'excitons pas des peurs pour agiter des haines, contrairement à ce que racontent un certain nombre de nos amis, un certain nombre de crétins ou un certain nombre de salauds. Notez que les deux qualités peuvent parfois être combinées chez la même personne. Hein. Bon, nous ne voulons pas hérisser la France de barbelés, non. Et le Front National, encore une fois, est très bien perçu par beaucoup d'Africains, d'Asiatiques, d'Américains du Nord et du Sud, qui ont compris, comme je le disais il y a un instant, qu'en défendant notre identité, nous défendions aussi la leur, implicitement. En défendant notre liberté, nous défendons leur liberté contre les forces abjectes coalisée du mondialisme, qui n'est pas simplement le fait que la planète se rétrécit par l'amélioration des moyens de communication, qui est une volonté hégémonique sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, pour le profit d'une petite camarilla et au détriment du véritable bonheur des peuples. Eh bien, l'année